Alors, on m'a demandé d'apporter un enseignement de l'étranger, c'est-à-dire la Belgique francophone. C'est très loin. Heureusement que je suis flamande, donc vous allez quand même entendre un petit accent de temps en temps pour vous dire, allez, c'est quand même vraiment une étrangère. Alors, j'ai rebaptisé un peu le titre et je me suis aussi permis de vous raconter une histoire. Donc, ce qu'on appelle en anthropologie un récit de parcours, juste pour vous montrer comment on peut quand même faire quelque chose dans un environnement qui, à première vue, semble désespérant et désespéré. J'ai un récit en 5 temps. C'est très, très structuré, mais ça me prend en général 20 minutes, et donc je vais devoir raccourcir parce que je n'ai pas le droit de parler 20 minutes. Tout d'abord, le contexte, ce n'est pas l'Institut, mais l'école interfacultaire des bioingénieurs et le point de départ. Puis, je suis arrivée à l'EIB en 2006, donc la mise en place d'un enseignement allant vers l'agroécologie, en évolution permanente. Puis une période de consolidation, et puis ces dernières années, une période d'extension, et je termine avec quelques leçons. Alors, donc nous sommes une école interfacultaire de bioingénieurs, petite par rapport à nos deux grands concurrents qui sont Jean Blou et Louvain-la-Neuve. On forme en tout une centaine de diplômés par an, et en tout l'école comprend donc sur les 3 années de bachelier et les 2 années de master à peu près 400 étudiants. Et on nous colle l'étiquette polyvalence, débrouillardise, tout ça, apprendre à apprendre. En fait, tout ce qu'on trouve dans l'agroécologie, c'était déjà là, mais ce que j'ai trouvé quand même en arrivant en 2006 à cette école, qui est hybride entre la faculté des sciences et l'école polytechnique de l'Université libre de Bruxelles, c'est que ce bachelier était très éclaté, vécu par discipline, fort orienté sciences et techniques, et le reste, c'était pas scientifique. Aucun actif en système agraire, donc moi je suis arrivée là-bas sur un profil recherche interdisciplinaire en système agraire, et je n'ai rien trouvé pour me coller dessus. Pour les étudiants, clairement, ils sortaient d'écoles secondaires très, très, très conditionnées ex cathedra, donc avec des cours magistraux et quasi rien d'autre. En Belgique, les universités sont payées pour leur nombre d'étudiants, donc plus on a des étudiants, mieux c'est. Ça veut dire de grandes classes et presque pas la possibilité de faire autre chose que d'enseigner des cours magistraux. Et en plus, à Bruxelles, bien sûr, on trouve un public extrêmement urbain, très, ce que moi je appelle déconnecté et très cérébral. Ils ont appris, ils ont survécu à être via leur cérébralité, et tout ce qui est manuel ou autre type de connaissances, ça les dépasse un peu. Bon, peut-être je caricature, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Donc comment j'ai mis en place un enseignement qui se veut écologisant, on va dire. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait déjà des contacts avec une ferme expérimentale à une cinquantaine de kilomètres de Bruxelles, et on a pu mettre en place dès le début un stage d'immersion agricole destiné aux étudiants qui ont choisi le master sciences agronomiques, donc après tout un bachelier sciences techniques, mais vraiment rien sur l'agronomie. Alors, voici le poster qui est issu de la première édition de ce stage. Effectivement, les étudiants ont touché à tout, mais ils nous ont tout de suite avoué qu'ils se sentaient des extraterrestres, complètement déséquipés par rapport aux agriculteurs qu'ils rencontraient, et pas capables de poser des questions, en fait, trop déconnectés. Donc, il fallait trouver quelque chose pour les amener à un stage d'immersion agricole, plutôt doucement, en commençant déjà dans le bachelier. Alors j'ai eu une deuxième chance, c'est que Marcel Mazoyer est venu donner cours chez nous toute une année avec une chère Francky, et moi j'étais novice à l'ULB. Je savais que Marcel Mazoyer, pour nous, c'était monsieur système agraire, et donc je lui ai demandé de faire ce qu'il faisait avec ses étudiants à l'époque, c'est des stages de diagnostic agraire.
Et pour moi, c'était ça qui était le tournant. Voici quelques photos issues de ce stage, maintenant devenues historiques. Qu'est-ce que j'ai appris, moi, là-dedans? Pourquoi c'était un tournant? On a fait ce stage à un moment très crucial dans l'histoire agraire du XXe siècle. C'était pendant la double crise du lait et de la crise financière. Donc, je sortais de chez moi le matin, j'allumais la radio dans la voiture, j'entendais tout sur la crise financière. On arrivait dans les fermes et on nous parlait de la crise du lait et de la connexion entre les deux crises. J'ai appris qu'on peut apprendre énormément de choses tout simplement avec ce contact direct avec la ferme, que tout était basé sur une vérité terrain, que les débats entre les apprenants apprennent aussi beaucoup de choses, du détail au système, de la semence à la bouche. Finalement, ce que j'ai vécu pendant cette très courte période, c'était une véritable écologie expérientielle. Pour moi, c'était une révolution parce que j'ai jamais eu ça moi-même. En sortant de l'université, j'étais aussi formée très, très disciplinaire, monodisciplinaire, théorique et sans connexion avec le terrain. Donc, ce tournant, qu'est-ce que ça m'a donné? Du courage pour essayer de mettre en place des éléments que j'ai appris pendant ce stage de diagnostic dans mes cours. Alors, autre élément, au début, j'enseignais uniquement au niveau du master. On m'a forcé de commencer à enseigner aussi dans le bachelier, chose que j'appréhendais beaucoup parce que ça venait des classes de 50, 60, 70 étudiants et des étudiants pas forcément intéressés en sciences de la Terre, on va dire. Et donc, j'ai accepté le défi, j'ai dit, OK, si tous les étudiants bio-ingénieurs doivent passer par ce cours, autant leur donner l'occasion d'entrer en contact avec le monde agricole. On verra ce que ça donne. J'ai commencé, et donc maintenant je raconte la consolidation. Il faut m'arrêter parce que je peux parler des heures là-dessus. Donc comment faire? C'est pas très clair, mais c'est un paysage très agricole de chez nous, où on voit aussi les situations des fermes. Chaque couleur est une ferme. La majorité de nos fermes sont extrêmement éclatées. C'est une cartographie issue d'un travail d'une thésarde de chez moi. Les étudiants doivent, pour moi, aller visiter des fermes et en faire un diagnostic. Comment on approche ça? Et maintenant, je vais très vite. En fait, tout commence avec des visites de ferme et des rapports de ferme par binôme. C'est eux qui y vont. Moi, je ne les accompagne pas du tout. Eux, ils doivent trouver leur ferme, contacter leur agriculteur, faire les interviews, éventuellement revenir pour poser des questions de précision, et puis rédiger un rapport selon un canevas que je leur donne. Ça, c'est vraiment l'ouvre-œillère. Ça, c'est vraiment la chose qui fait tomber beaucoup d'œillères. Ça, c'est en deuxième bachelier que je leur demande ça. Puis l'année d'après, les étudiants qui veulent ont un cours d'agroécologie, un cours à option, où j'organise en plus de rapports de ferme, des excursions. J'organise des classes inversées, où ce sont eux qui m'apportent le contenu et moi je réponds aux questions. Bien sûr, il y a toujours ce stage d'immersion agricole, et ça arrive seulement au niveau master. Je suis toujours à la recherche de documentaires pédagogiques, pas facile à trouver, certainement pas en langue française. Je collectionne des livres que je donne aux étudiants à lire. Comment j'évalue ces étudiants? C'est toujours la grande question. Comment on évalue ce travail? Mais c'est une question à l'examen oral. Et tout ça, donc tous ces éléments, on va dire, qui dévient de l'enseignement ex cathedra, je le cadre par un cadre théorique qui m'a pris quelques années pour vraiment le consolider aussi. Alors, les apprentissages des étudiants, là je vais aller un peu plus vite. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté en lisant ces dizaines, maintenant voire centaines de rapports d'étudiants, en écoutant leurs témoignages après les excursions, etc., etc. En fait, au moment qu'ils reçoivent leur diplôme, ils viennent souvent me voir pour dire comment ils ont vécu mon enseignement.
c'est clair que cet apprentissage par découverte éveille des curiosités. Ça leur apprend que le monde n'est pas toujours beau et agréable. Les agriculteurs très vite parlent de leurs problèmes et donc ils comprennent qu'il y a des injustices dans ce monde. Le fait qu'ils peuvent tester leur théorie sur le terrain donne un tout autre éclairage sur cette même théorie. Ils voient que la théorie a vraiment un ancrage terrain et ça les encourage à mieux apprécier la théorie. Quand ils font ce rapport extramuros, c'est pour eux leur première expérience en dehors de l'université. C'est un choc, mais la majorité vit bien ce choc. Ils apprennent la complexité vraiment de l'intérieur. Ils apprennent à réinterpréter les notions théoriques. Ils apprennent à découvrir que même s'ils pensent connaître quelque chose, que finalement ils sont encore relativement ignorants. Et surtout, et c'est ça que j'essaie d'introduire via l'enseignement dans une école scientifico-technique, je les fais apprécier la dimension humaine. Alors l'extension, je vais y aller plus vite, mais quand même important à dire, c'est seulement vers la fin de toute cette période de consolidation que j'ai découvert que tout ce que je faisais était déjà bien connu et bien théorisé. Et j'ai découvert toute une littérature anglophone autour de l'agroécologie et l'apprentissage en agroécologie de la part de Lee Blind et Charles Francis. C'est surtout ces deux auteurs-là que j'ai appréciés. Alors, eux, ils parlent du renversement de l'ontologie de l'apprentissage. Donc, au lieu de commencer avec la théorie qu'on va tester sur le terrain, on renverse toute la situation. On part du terrain et c'est seulement à partir du terrain qu'on va aborder la théorie. Je n'y suis pas encore, on n'y est pas du tout dans l'enseignement globalement, mais via mon propre apprentissage, je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Alors, j'amène quelques statements, quelques énoncés de cet apprentissage expérientiel qui viennent directement d'un workshop que j'ai fait avec Ger Lieblein. Vous voyez que ce qui choque les enseignants, c'est qu'ils doivent abandonner l'idée que ce sont eux les experts et ce sont eux qui ont tout le contrôle et toute l'évaluation, ce sont eux seulement qui savent évaluer si l'étudiant a bien compris ou pas. Alors, autre chose que Lieblein et Francis développent, c'est le concept du double learning ladder. Vous voyez la partie de l'échelle inférieure. C'est probablement pas très lisible pour vous au fond de la salle. Peu importe, la learning ladder va des choses en bas qui sont plutôt les connaissances disciplinaires vers les choses en haut qui sont plutôt les choses qui demandent de visionner, d'envisager d'autres futurs et donc faire jouer l'imaginaire. Quand on envoie les étudiants sur le terrain, on les met quelque part au milieu de l'échelle, et c'est l'échelle de l'exploration. Et grâce à ce vécu réel, ils peuvent à la fois descendre l'échelle pour vraiment apprécier la théorie de façon disciplinaire et monter l'échelle en posant des questions de société. Il y a donc une deuxième moitié de ce learning ladder qui est beaucoup plus philosophique et épistémologique, que je ne vais pas développer parce que je sais que je n'ai qu'une minute ou quelque chose comme ça. Alors, ça nous amène à des questions d'épistémologie, le savoir du savoir. Alors, Victor Toledo, qui est un ethno-écologue associé à l'ISEC en Espagne, lui, il dit littéralement que l'agroécologie, c'est une révolution épistémologique. Et un autre mot qui vient de leur école, c'est le dialogue des savoirs. Mais en faisant cela de façon très consciente sur le terrain, effectivement, on comprend que c'est un apprentissage transformateur. Ça transforme l'esprit. Les étudiants ne savent même pas, n'arrivent pas à comprendre tout ce qu'ils sont en train d'apprendre au-delà
des éléments disciplinaires, ils apprennent plein d'autres choses qu'ils ne peuvent apprécier que des années plus tard. Alors, il y a des éléments déclencheurs pour aller plus loin encore dans cette démarche que je vais zapper. Le même stage d'immersion agricole que j'ai dû quitter d'ailleurs pour pouvoir venir à ce séminaire est vécu d'une toute autre façon. J'ose même amener maintenant des étudiants en agroécologie pour vivre des choses hyper techniques, ce qui est aussi un peu révolutionnaire, et ils apprécient. J'arrive aux leçons, encore un slide. Donc, quels sont mes apprentissages sur cette nouvelle façon d'enseigner? Premièrement, que la déconnexion entre urbains et ruraux, ou entre les sphères de production et les sphères de consommation est beaucoup plus grande qu'anticipée, ce qui veut dire que la reconnexion est difficile et il faut le faire en douceur, par étapes. Il ne faut pas être trop brutal là-dedans, sinon on risque de décevoir et de décourager beaucoup d'étudiants. Il est très important d'avoir un cadre théorique bien travaillé et très rigoureux auquel les étudiants peuvent tout le temps retourner en cas de doute. Ça leur donne une boussole. Alors, ce que j'adore là-dedans, c'est que moi, je continue à apprendre comme un enfant et je vois que les étudiants apprennent également comme des enfants et c'est ça qui importe. Alors, voilà, je voulais terminer avec ceci. Je crois que l'enseignement agricole et agronomique souffre d'un lock-in. Et j'ai joué un peu avec PowerPoint pour démontrer qu'il faut innover dans l'enseignement pour arriver de le délockiner, désolé pour ce verbe pas très français, de l'intérieur. Merci. Bonjour. Voilà, je vais commencer par remercier Philippe de m'avoir invité. Marion Guy aussi, la présidente d'Agrignor. Alors Philippe, je connais, je fais la pub au passage à l'Association française d'agronomie. Donc comme il y a des agronomes dans la salle, venez nous rejoindre à l'AFA. Voilà. Et alors moi je dis toujours l'ENFA, hein, c'est comme ceux qui parlent d'ancien franc, je n'arrive pas à me faire au nouveau nom. Mais voilà, on rappelle, l'AFA a organisé ici en 1990 des stages en agroécologie, 90. Donc voilà, et il faut savoir que Solagro a été créé en 1981 et il y avait des profs de l'ENFA, de l'ENSAT et de Purpan qui sont à la création de notre structure. Donc une association qui maintenant compte 30 personnes avec une antenne à Lyon. Donc s'il y en a qui sont près de Lyon, on se déplace beaucoup, donc c'est vrai que c'est bien de savoir où on est localisé. Voilà, donc juste, je ne vais pas trop m'attarder sur Solagro parce que c'est un peu une association hybride. Hein. On a le président actuel, c'est Marc de Conchat, qui est directeur de recherche à l'INRA à Toulouse. On a des enseignants, des chercheurs, des agriculteurs, des gens qui sont vraiment aujourd'hui engagés dans la transition. Je dis toujours une start-up à croissance lente parce que nous, on fait un emploi par an. Donc voilà, surtout sur un statut associatif, on crée des emplois, il faut faire du résultat pour avoir des fonds de roulement, donc ça va lentement, mais on a beaucoup de demandes. Voilà, donc on a un pôle qui travaille sur l'énergie, beaucoup sur le biogaz, et où on a travaillé d'ailleurs dans 3 lycées agricoles où on a installé du biogaz, et puis un pôle qui travaille sur l'agroécologie. Voilà. Et parmi les actions qu'on mène, je dirais, il y a ce que je vais vous présenter rapidement aujourd'hui, la plateforme OSAE, donc Oser l'agroécologie, parce que c'est quand même le thème de la journée. Mais on a travaillé beaucoup aussi avec l'enseignement agricole. On a mis en ligne un diagnostic qui s'appelle Dialecte, qui est en ligne depuis déjà 12 ans, qu'on avait créé en 1995. Voilà. Et puis, on a aussi un autre outil que je présentais par là qui s'appelle RBA, qui est un outil sur la lutte biologique par conservation et gestion des habitats, qui est aussi en ligne. Voilà. Et puis, un de nos travaux importants, je vais peut-être montrer la diapo d'après, sur lequel on est beaucoup mobilisé, c'est notre scénario de transition agricole alimentaire after 2050. Voilà. Et c'est vrai qu'on se nourrit en fait on a une sorte de cercle, on pourrait appeler vertueux, où on a à la fois ce côté terrain avec les agriculteurs, dans le cadre d'OSAE, où on travaille avec les pionniers de l'agriculture qui sont engagés dans cette transition. On a un scénario prospectif.
Voilà. Et puis, on a la chance aussi, parce que maintenant, c'est aussi un message que je veux faire passer, c'est vraiment faire le couplage avec l'alimentation. On a la chance de travailler avec l'INSERM et l'INRA dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle BioNutriNet sur alimentation, santé, environnement, qui nous a amené, je dirais, à revoir notre façon de penser et donc qu'on a intégré dans le scénario. Voilà. Un point aussi sur l'agroécologie, nous on l'a défini, vous verrez sur le site, par des principes. Donc on a mis en place 7 principes et donc on n'a pas de standard. L'agroécologie, c'est pas un standard, mais je pense qu'il y a des principes qui guident l'agroécologie, dont un qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est la résilience, qui est un concept vraiment à construire tous ensemble. Voilà, la résilience aussi bien au changement climatique, comme on le voit cette année pour l'élevage, qu'aux crises économiques, comme on le voit aussi en ce moment sur les grandes cultures ou le lait. Voilà. Alors, cette plateforme, en fait, c'est Bruno Legagneux, qui est administrateur longtemps, président de Solagro, qui était économiste à l'ENSAT. Il nous a dit, voilà, il faut créer quelque chose pour accélérer la transmission des savoir-faire et accélérer la transition. Donc, on a élaboré... la plateforme a été mise en ligne en 2013, donc c'est déjà 5 ans. On a commencé à travailler avant. Un outil qui nous permet d'accélérer la transmission des savoirs agroécologiques. Voilà, et donc on a mis en place une plateforme qui présente des agriculteurs, qui met en avant des agriculteurs pionniers dans l'agroécologie, au travers de vidéos. C'est vraiment la vidéo, l'outil qu'on a trouvé le mieux pour faire passer des savoirs. On verra tout à l'heure que ça reste quand même très compliqué. Voilà, avec aussi du terrain. L'idée aussi, c'est que, bien entendu, c'est une plateforme ouverte, hein, donc toutes les ressources sont accessibles facilement. Donc à la fois, il y avait ce côté des pratiques et des savoir-faire des agriculteurs, comme je dis, qui sont quand même difficiles à décrire. Quand vous devez décrire d'une façon littéraire le fonctionnement d'une exploitation et des savoirs, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Donc on le fait quand même, mais on trouve que la vidéo, c'est bien. Et le terrain, c'est encore mieux. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'AFA, on fait des journées sur le terrain. Mais à la fois, il faut qu'en face, on soit quand même capable d'évaluer ces pratiques, quoi. Le gars, l'agriculteur, va vous dire, ouais, c'est génial, voilà, le sol est vert de terre, tout est couvert, voilà, tout va bien. Mais bon, au final, c'est quoi le bilan d'azote, c'est quoi l'IFT, c'est quoi la consommation d'eau, voilà. Donc il y a aussi, c'est quoi les bilans énergétiques, les bilans gaz à effet de serre. Donc on a aussi, sur les exploitations qu'on suit, toute cette évaluation des performances environnementales et aussi économiques. Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu les étapes. Alors, faut savoir qu'à des projets comme ça, c'est compliqué quand même de trouver les moyens. C'est compliqué de tenir dans la durée. À Solagro, on y arrive assez bien quand même. Donc, en fait, historiquement, quand même, comme on est basé à Toulouse, on a trouvé des financements. Comme ceux qui connaissent le FEADER, un fonds que j'appelle toxique maintenant, parce qu'il est tellement lourd administrativement que vous y perdez un temps fou. Mais ce FEADER, comme il ne connaît pas les migrations, vous n'avez pas le droit de sortir de la frontière de la région. Donc voilà, on a démarré en Midi-Pyrénées, donc il y a beaucoup de fermes en Midi-Pyrénées. Et puis là, on est en train en ce moment de rentrer dans une nouvelle phase où on va atteindre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et on va atteindre toute la Nouvelle-Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne. Donc on va quand même s'étendre dans tout le sud. Donc là, il y a une vingtaine de fermes, on devrait rentrer une vingtaine d'ici un an dans toute cette région, on va dire le sud de la France. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer rapidement, parce que bon, je vais vous passer les personnes. Alors, juste donc comment la plateforme fonctionne. Donc, il y a plusieurs types de ressources, hein. Il y a les témoignages des agriculteurs, il y a, avec leur synthèse technique, des vidéos, il y a des synthèses qu'on fait par pratique aussi, il y a un agenda, il y a des actualités, quoi. Voilà, et des visites de terrain, une newsletter. Donc, actuellement, on est à une centaine de connexions en moyenne sur l'année par jour. Voilà, c'est pas trop mal. Quand on tape agroécologie, il me semble qu'on doit, si vous tapez, on doit toujours arriver dans la première page après le ministère de l'Agriculture. Voilà, alors dans les utilisateurs, c'est là que je voulais en venir.
c'est vrai que la plateforme, en fait, elle n'a pas du tout été faite pour l'enseignement agricole. C'est une plateforme qui a été faite pour les agriculteurs, quoi, des agriculteurs qui parlent aux agriculteurs, on va dire. Mais en fait, on s'aperçoit que les agriculteurs, c'est moins d'un tiers des utilisateurs. L'enseignement agricole, finalement, entre les étudiants et les enseignants, ça fait 20%. Voilà, et après, on a tout un tas d'autres. Puis on a un inconnu, parce qu'au départ, on n'avait pas fait beaucoup de rubriques, donc on se retrouve, plus ça va aller, plus elle va disparaître, mais parce qu'en fait, on connaît les abonnés uniquement par ceux qui s'inscrivent à la newsletter. Donc, ce n'est pas non plus le reflet exact. Donc, ce n'est pas facile de savoir exactement qui utilise la plateforme. Et je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui l'utilisent. Voilà, donc au final, on se retrouve avec une plateforme qui est utilisée par un public varié, même si le public cible reste les agriculteurs. Voilà. Alors, moi, j'avais noté quelques points. Donc, c'est vrai qu'on mise quand même sur la qualité, c'est-à-dire qu'on a quand même des vidéos, pas le temps d'en passer là, mais fait par des professionnels. Donc, c'est vrai que c'est des supports pédagogiques que vous pouvez utiliser facilement dans vos enseignements, je pense. On ne couvre pas encore tous les systèmes de production, enfin, on en a quand même pas mal et ça va s'élargir. Donc voilà, donc c'est vraiment des supports de qualité. Et après, il y a aussi moyen d'aller visiter les fermes, puisque les agriculteurs sont quand même engagés aussi finalement à faire connaître ces pratiques-là. Alors, il faut s'entendre avec eux, mais c'est tout à fait possible. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'agroécologie, c'est quand même pas évident, parce que c'est quand même des savoirs mouvants. Vous avez un agriculteur qui vous décrit ses pratiques, vous allez l'année d'après, ça a déjà bougé. Donc c'est quelque chose qui évolue constamment, avec des nouvelles pratiques. Moi, je suis étonné, là, depuis un an, on va avoir plein de fermes, et on voit des gens qui réintroduisent le pâturage. Alors, ça avait commencé avec des viticulteurs à la clappe, qui font venir des moutons pendant 3 mois l'hiver, de Saône-et-Loire. Et puis là, on va avoir un électeur d'Angers, l'année prochaine, je vais introduire des moutons pour manger mes couverts. Après, on va faire une formation en Champagne-Ardenne. Le gars, il réintroduit aussi les moutons. Il dit, mais il se passe un truc là. Donc, constamment, il y a des nouvelles pratiques qui arrivent, voilà, qu'il faut être capable aussi d'évaluer pour voir le plus et le moins. Donc nous, on essaye quand même de faire ça. Alors après, un point clé que je voulais dire aussi, c'était d'avoir une approche assez globale. C'est vrai que nous, en travaillant sur le scénario After 2050, on a vu que la transition alimentaire et agroécologique allait passer par le changement de l'alimentation. Donc c'est vrai que quand on intègre dans son champ de vision le fait qu'il faut changer son alimentation, aller vers plus de protéines végétales, limiter si possible les surconsommations et si possible des produits de qualité, et notamment non contaminés par les pesticides, forcément, ça vous fait revoir un peu le champ de l'agroécologie. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on essaye de resituer l'agroécologie dans cette perspective-là. Et dans le scénario, il y a quand même un enjeu majeur aujourd'hui qui est le changement climatique. Le changement climatique, c'est quand même l'objectif, c'est pour l'agriculture, ce qui est dans la stratégie nationale bas carbone, c'est diviser par 2 les gaz à effet de serre de l'agriculture, par 4 ceux de l'économie française, et d'atteindre même une neutralité carbone en 2050. Donc diviser par 2 les gaz à effet de serre de l'agriculture, je peux vous dire que c'est quand même pas simple. Et ça va obliger notamment à réduire les productions animales en parallèle de la réduction de la consommation de protéines animales. Donc forcément, d'intégrer cet enjeu-là qui, quand vous allez voir une ferme, vous allez dire, elle est très bien l'agroécologie, mais vous n'avez pas pour autant vu quel impact ça aurait sur les gaz à effet de serre, sur le système global. Donc c'est vrai que ça ouvre de nouveaux horizons. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que en ce moment, là, on a tous ces agriculteurs pionniers, alors qu'ils soient en conventionnel, en bio, en agriculture de conservation, qui ont mis beaucoup d'énergie à finalement asseoir leurs pratiques, souvent tout seuls. Et que là, je pense qu'il y a un besoin de sécuriser ces pionniers en ce moment, parce que là, vous avez tout l'enjeu là qui monte sur les pesticides. Vous avez ceux qui les ont quittés, ceux qui les ont pas quittés, ceux qui les ont réduits, avec le glyphosate qui fait monter la mayonnaise. Et je pense que là, il faut qu'on arrive à voir comment sécuriser un peu ces gens pour qu'ils continuent à innover sans finalement se retrouver sur des feux croisés sur ces questions-là. Voilà. Après, j'avais noté 3-4 points, et puis après j'arrêterai. Oui, merci. Voilà. Donc c'est vrai que
l'idée, c'est vraiment cette vision systémique. L'agroécologie, c'est vraiment avoir une vision systémique et holistique. Voilà, un peu comme la notion d'écosystème. Intégrer l'alimentation. C'est pour ça qu'on a un principe dans l'agroécologie de reconnecter au niveau de l'alimentation locale. Des principes et pas des standards. Le fait de travailler avec tous les acteurs. Je pense que ça aussi, c'est un fait que nous, on essaie de mettre en place sur la plateforme. C'est-à-dire que l'agroécologie, ce n'est pas avec des agriculteurs. C'est des agriculteurs en lien avec des consommateurs, avec des collectivités locales, avec des chercheurs. Intégrer cette dimension prospective. Voilà. Et puis, travailler et investir sur cette notion de résilience, quoi. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a des crises au niveau économique sur certaines filières. Là, cette année, on a une crise climatique quand même où les élevages ont pu un pet de fourrage quasiment dans toute la France, peut-être le Nord qui est épargné. Et donc, en quoi les systèmes qu'on met en place, ils sont capables de passer ces crises, quoi, ne serait-ce que même une année, quoi. On a aussi des ravageurs qui peuvent mettre à bas une récolte, des orages, etc. Donc je pense que l'agroécologie, c'est aussi des systèmes qui soient le plus résilients possible. Voilà.